Hello à tous, hors série spéciale tournoi à l'occasion du French Riviera Open, tournoi de tennis fauteuil qui a lieu du 30 septembre au 5 octobre 2025 au sein de l'une des plus belles scènes de la Côte d'Azur, la Mouratoglou Tennis Academy. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir le directeur et fondateur qui est un joueur retraité qui a remporté 8 titres du Grand Chelem en double et une médaille d'or paralympique à Pékin, Michael Jérémiaz. Comment ça va, Mika? Ça va super, Max, j'espère que toi aussi. Ben, ça va très bien, merci. Et à ses côtés, le boss de l'académie en question, un coach assez connu dans le milieu qui a co-remporté 10 titres en Grand Chelem avec Serena Williams, Patrick Mouratoglou. Comment ça va, Patrick? Très bien, Max. Et toi? Bah, formidable. Je suis ravi de vous avoir. Et donc, on va attaquer d'emblée avec Michael. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le tennis fauteuil est tant à la traîne en France? Pourquoi est-ce qu'il est diffusé, par exemple, à la télé depuis 20 ans en Angleterre pendant Wimbledon, qu'au Japon ou en Hollande, ça cartonne, et pas chez nous? Qu'est-ce qui coince? C'est une très bonne question. C'est pas propre au tennis fauteuil et au parasport, c'est propre à la question du handicap, la manière dont on traite les personnes handicapées dans la société. Je pense qu'on a une vraie incapacité sur le sujet à se dire que c'est des personnes comme les autres, que ce sont des citoyens comme les autres et qui pourraient avoir accès au sport, entre autres, comme les autres. Et donc personne n'a pris le sujet à bras le corps. Il y a des sociétés, que tu l'as parlé, hein, pas loin de chez nous, hein, les Anglais, les Hollandais, qui s'en sont donné les moyens, qui ont donné accès à la cité à tous, sans se poser de questions. Nous, on a un vrai problème, et c'est pour ça que le sport pour nous, et qu'avec Patrick, on se mobilise à travers le French Open pour changer un petit peu la donne. Le sport, c'est finalement un outil politique et social assez puissant, et c'est peut-être ça. Le salut des personnes handicapées, ça passe peut-être par le sport, justement. Et Patrick, toi, est-ce que tu peux revenir un peu sur la jeunesse? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette aventure avec Michael? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du coup? Oui, mais c'est une histoire qui est un peu longue. Que c'est une histoire d'amitié entre Michael et moi qui date d'il y a longtemps, puisque c'était au tout début de l'académie, enfin, dans les premières années. C'était en 2000, je crois, qu'on s'est rencontrés pour la première fois. C'est ça. On était à l'époque, on était à Montreuil, en région parisienne, et puis je vois un gars arriver en fauteuil, Michael, un peu plus freluqué qu'aujourd'hui, où il a des muscles saillants. Et donc il me dit bonjour, je voudrais être joueur professionnel en fauteuil. Donc moi je savais même pas que ça existait. Parce qu'à l'époque c'était vraiment encore beaucoup moins médiatisé qu'aujourd'hui. Je savais même pas que ça existait comme discipline. Donc je lui ai dit ok, très bien. Et t'as besoin de quoi? Et il m'a dit j'ai juste besoin d'un cours et d'un préparateur physique. Je lui ai dit voilà le cours, voilà le préparateur physique, c'est parti. Voilà. Je ne savais pas qui il était, je ne savais pas le niveau qu'il avait, je ne savais pas s'il pouvait devenir joueur professionnel ou pas. En l'occurrence, il a été très au-delà de ce qu'on pouvait imaginer puisqu'il a fait une carrière exceptionnelle. Et puis, bah, on est resté amis au fil des années. Et quand après sa carrière, il est revenu me voir avec cette idée, bah, d'abord, j'ai trouvé que c'était une super idée, parce que j'étais très admiratif, et je le suis toujours évidemment, du tennis en fauteuil, qui est hyper impressionnant à voir, ce qu'ils arrivent à faire, la manière dont la qualité du jeu qu'ils arrivent à produire est vraiment incroyable. Comme l'a dit Michael, c'est un outil, le sport, qui est fantastique pour faire changer les mentalités, pour faire adhérer à des idées, à des concepts. Je trouve que c'est un outil fabuleux. Et puis, il y avait notre amitié et puis sa personnalité. Et puis, Michael est quelqu'un qui est super ambitieux. Donc, on partage ça en commun. Et la manière dont il m'en a parlé, c'était aussi très motivant. Donc, bah, je lui ai dit, c'est parti, on y va. Et puis, on va essayer, et c'était l'objectif, de faire le plus grand tournoi de tennis en fauteuil au monde, à part les grands chelems, puisque les grands chelems sont toujours reçus, c'est l'histoire du tennis. Mais voilà, c'était l'idée. Et peut-être même le premier tournoi de tennis, toutes catégories confondues en France. Voilà, on est sur le chemin et on a fait, enfin, le chemin parcouru est incroyable déjà en si peu de temps. Donc, et c'est beaucoup lié à la personnalité de Mika, à son charisme et aussi à son enthousiasme et à sa force. Voilà, il y a des gens qui ont ça en eux et lui, il a ça. J'avais toute confiance aussi en la personne. Et ça, c'est très important quand on se lance dans un projet quel qu'il soit, d'être avec des gens avec qui on est complètement en phase et des gens dans lesquels on croit. Et donc c'est entrée libre du 30 septembre au 3 octobre, puis à partir de 8 euros pour les finales qui ont lieu les 4 et 5 octobre. Vraiment, allez-y si vous faites une sortie entre potes, en famille ou même solo si vous êtes dans la région de passage. Passez une tête. Moi, personnellement, j'ai couvert un peu de tennis fauteuil. J'ai toujours été très impressionné par la puissance qui est dégagée, tant en l'entraînement ou en match. En plus, on vous a négocié une petite remise si vous y allez. On a mis tous les infos en commentaire et en lien épinglé. Je crois sur le site, Michael, tu dis que cette expérience, elle se vit, évidemment, il faut aller sur place. Mais est-ce que tu peux nous faire voyager un peu et nous raconter les grandes lignes lorsqu'on débarque à l'académie pour ce tournoi, cet événement? Qu'est-ce qu'on va découvrir en fait?
Alors je reviens juste très rapidement, c'est la première année qu'on lance la billetterie. C'est un an après les Jeux de Paris 2024. On parle d'héritage, on a beaucoup parlé d'héritage. Les Jeux doivent servir à ça, c'est qu'à un moment, ça devienne finalement assez banal de consommer du sport et du parasport. C'est pas plus con d'aller regarder un tournoi international avec les meilleurs joueurs et joueuses de la planète en tennis fauteuil que d'aller voir une compétition d'escrime, de gym, de basket, de ce que tu veux. Comme il y a encore pas très longtemps, et ça reste un combat à date, d'aller consommer du sport féminin versus du sport masculin. Nous, on a exactement la même approche. Nous, notre credo, c'est quand on aime le sport, on aime tous les sports. Bah là, c'est la même chose, sauf que tu l'as dit, c'est pas n'importe où, c'est à l'académie de Patrick. Je suis pas là-bas uniquement parce qu'on est super potes, c'est que je voyais de le global l'opportunité de faire un truc génial ensemble, là où lui, il a créé finalement un parcours sur terre pour les joueurs de tennis. Moi, j'ai beaucoup voyagé, je suis allé dans beaucoup d'endroits pour faire du sport, de la compète, des tournois. Il y a tout ce qu'il faut et les joueurs sont les meilleurs pour ça. Nous, on est moins objectifs parce que bah, Patrick l'a créé. Moi, je me suis entraîné beaucoup quand j'étais athlète. Et donc, évidemment que nous, on le plébiscite. Mais c'est les joueurs et les joueuses qui nous le rappellent à quel point, quand ils arrivent là-bas, le fait d'être à l'hôtel, sur place, que tout soit mis à disposition, la qualité des terrains, des facilities, des salles de sport. Il y a tout, en fait, que tu n'as pas sur un tournoi du Grand Chelem. Sur un tournoi du Grand Chelem, c'est vide. Tu dois le créer, tu dois l'amener. Sinon, c'est du béton, que ce soit l'US Open, Roland. Tu dois créer l'événement sur place. Là, l'académie, elle vit à l'année, donc quand vous venez sur un événement comme ça, vous venez dans un endroit qui déjà vous fait kiffer le sport, vous allez voir des putains d'athlètes. On nous demande souvent, même si moi je déteste ça, on nous demande souvent, mais ça joue quel niveau? Mais ça joue quel niveau par rapport à quoi? Par rapport à quelqu'un qui est debout, donc qui lui court et fait 1,90 m. Bah, je peux te dire, les meilleurs mondiaux chez les hommes jouent 15-1, 15-2, donc ça te donne une idée. Mais tu es assis dans un fauteuil roulant, tu as exactement le même terrain à courir. Mais si je te donne un autre exemple, moi par exemple, j'ai joué il y a quelques années à l'US Open avec Novak, à sa demande, je tiens à le préciser, donc sympa, j'ai accepté. On a joué, Novak il met pas un point quasiment, il va peut-être me faire un service, il va me surprendre, mais je lui mets deux bulles en fauteuil roulant. Mais ça reste Novak. Ce que je veux dire, c'est que c'est deux sports différents. Aujourd'hui, ce que sont capables de faire ces joueurs et ces joueuses sont des choses, Patrick peut en témoigner, on s'est fait un double, je sais pas si tu te souviens Patrick, on a fait un double toi et moi contre Gordon Reed, qui a été champion paralympique à Rio, et Gisque Griffion, qui elle a été championne paralympique à Rio. Bah, quand on est face à face, Patrick joue très bien au tennis, mais t'es assis dans un fauteuil roulant. C'est fini le transfert vers l'avant, les petits pas d'ajustement, l'amorti tel que tu sais le faire, le transfert vers l'avant. Et donc en fait, tu viens voir des putains de performances. Ça va vite, ça sert de plus en plus fort. Le numéro mondial est maintenant mesuré à plus de 180 km/h. Donc t'imagines assis quand t'as pas le transfert vers l'avant avec le poids de corps. Donc non, c'est du sport de très haut niveau, avec toute la dramaturgie du sport. Donc voilà, et puis il y aura des animations pendant le week-end pour aussi s'initier au tennis en fauteuil, parce que c'est bien de vous le raconter, mais à un moment pour le ressentir, le mieux c'est de mettre son cul dans le fauteuil, et donc vous pourrez vous y essayer avec en famille ou vous-même. Donc voilà, et puis il y aura pas mal de champions olympiques et paralympiques qui toute la semaine vont être là pour venir soutenir le tournoi, parce que eux sont fans de sport et donc vont venir consommer du sport comme nous. On vous encourage à le faire. Juste un petit détail sur ce qu'a dit Mika. D'abord, oui, au service, non seulement il n'y a pas de transfert vers l'avant, mais en plus, vous servez de beaucoup plus bas, parce que vous êtes assis. Ça change tout. C'est-à-dire, en termes de bras de levier par rapport à un mec qui fait 1,80 m, même 1,80 m, ou vous qui êtes assis, c'est énorme. Et pourtant, vous arrivez à servir à 1,90 m. Et juste sur le classement, tu disais que ça jouait 15-1, 15-2 chez les valides. En termes de qualité de frappe, Ah ça bah n'a c'est... rien à voir. C'est juste le déplacement qui fait que. Mais Ah oui. c'est ça qui est vraiment impressionnant quand on regarde du tennis en fauteuil à haut niveau. La qualité de balle qui sort de la raquette des gars, c'est juste monstrueux. Et oui, et pour finir, les petits pas d'ajustement, évidemment. En fait, le tennis en fauteuil, c'est beaucoup d'adaptation parce que très souvent, vous n'avez pas le temps de bouger. La balle vient sur vous et donc vous êtes obligé de faire avec. Et vous avez une capacité d'adaptation à la balle qui est 100 fois supérieure à beaucoup de joueurs pro d'ailleurs aussi. Toi, Patrick, je crois que tu joues encore 3-6. T'as réussi à leur mettre des points Non, bah, Novak prend deux bulles, donc si tu veux, assis, en fauteuil. Si je jouais debout, oui, j'imagine, Là, c'était mais injouable. Quand vous avez joué en double ensemble, c'était impossible. totalement injouable. C'est juste impossible parce qu'en fait, c'est le déplacement qui est ultra difficile. C'est monstrueux le déplacement. En fait, il faut d'abord, on ne peut pas s'arrêter parce que si on s'arrête, on redémarre trop lentement. Donc, il faut être en permanence en mouvement. Il faut faire des 8 en permanence. Je veux dire, il y a une technique pour bouger qui est énorme. Voilà, et puis la capacité de réaction avec un fauteuil, je veux dire, c'est des années et des années de travail quotidien. Donc, quelqu'un qui l'a jamais fait, c'est injouable. La frappe, finalement, on la fra- elle intervient presque pas parce que la balle, on la touche pas. On la touche quasiment. Et en tant qu'entraîneur qui a l'expérience du circuit pro, Patrick, est-ce que tu vois des similitudes de préparation, peut-être que tu observes pendant le tournoi, entre les athlètes de tennis fauteuil et les athlètes de tennis valide? Bah, ouf, il n'y a aucune différence, bah, à part que la discipline n'est pas la même, puisque, encore une fois,
dans la discipline du tennis en fauteuil, il y a la capacité de se mouvoir avec un fauteuil qui change tout. Mais sinon, c'est les athlètes de haut niveau, ils s'entraînent comme des athlètes de haut niveau de la même manière. Ils font leur gamme, ils font des déplacements, évidemment, et puis ils font des points. Ils font exactement la même chose que font les joueurs professionnels de tennis. Exactement pareil. Mika, est-ce que tu peux nous donner quelques infos du coup sur le tournoi, par exemple, pour le vainqueur? Il y a combien à la gagne? Je crois que vous avez pour objectif de monter un des plus gros tournois au monde de tennis fauteuil. Et c'est quoi du coup le prize money pour une telle catégorie, quoi? En fait, les régulations de l'ITF, parce que nous on dépend de la Fédération internationale de tennis, pour être un super série, ce que nous sommes, l'équivalent d'un Master 1000, comme un ATP ou WTA 1000, il faut avoir un price money global de 45 000 dollars. Donc nous on a un price money de 80 000 euros. Donc on est aujourd'hui nous le plus gros price money des tournois de tennis fauteuil hors tournoi du Grand Chelem. On a l'objectif pour les 10 ans l'année prochaine d'être le premier 100 000 dollars. Le vainqueur gagne 5 000 euros. Donc pour te donner un exemple, à Roland, le vainqueur gagne 63 900 euros cette année. Sachant qu'au premier tour, le perdant, homme ou femme, prend 78 000 euros. Euh, alors après, on peut en parler, c'est des grands débats, on en a eu avec Patrick pendant Roland, la question de la valorisation de la performance. Et évidemment, évidemment, malheureusement, le sport n'est pas valorisé de cette manière-là, c'est pas sur la capacité et sur la beauté de ce que les gens produisent, c'est aussi de ce que ça rapporte. Donc évidemment, c'est le serpent qui se mord la queue. Plus il y aura de médias, plus il y aura de partenaires, plus il y a de partenaires, plus il y a de médias. Aujourd'hui, nous, on vient d'un monde où moi, quand j'ai commencé à 25 ans, il y avait, on gagnait 300 balles, 400 balles quand on gagnait un tournoi comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout était à nos frais. Si t'avais pas de sponsor, tu ne pouvais pas. Ou alors les gens prenaient ça sur leurs vacances. C'était du luxe de faire une carrière. Aujourd'hui, les meilleurs mondiaux, vu les price money qu'il y a en Grand Chelem, prenez Tokito Oda qui a fait le Golden Slam là sur 2 ans, il a gagné 3 des 4 tournois du Grand Chelem. Bon bah voilà, il gagne en price money, il gagne plus de 200 000 euros sur l'année en price money. Après, sur les sponsors, bah, à mon époque, quand tu étais le premier à avoir un sponsor à 5 chiffres, tu étais le roi du pétrole. Aujourd'hui, tu as quelques athlètes qui ont des contrats à plus de 100 000 euros par an. Donc c'est une vraie évolution du sport de haut niveau. Aujourd'hui, tu peux être professionnel quand tu es joueur de tennis en fauteuil, chez les hommes et chez les femmes. Alors, t'en as pas un paquet, hein, t'en as moins que chez les valides. Mais voilà, c'est cette réalité-là. Après, nous, l'idée, c'est qu'on veut péter ce plafond de verre et qu'il n'y ait pas de raison que sur le plus grand tour international de tennis en fauteuil, et qui plus est le plus grand en France, on puisse pas à un moment avoir une couverture média peut-être sur toute la semaine, d'avoir plus de sponsors et de partenaires qui sont capables, alors pas forcément de mettre 10, 20, 30 millions comme on peut mettre dans des tournois du Grand Chelem ou qu'on peut mettre dans le foot, mais entre mettre 100 000 euros pour un tournoi comme le French Riviera Open ou mettre 30 millions ou 40 millions sur un Roland Garros, il y a peut-être, en tout cas, une possibilité de progresser. Après, c'est aussi à nous, hein. Moi, j'ai jamais attendu qu'on m'offre des choses sous prétexte que ce qu'on fait, c'est bien. Moi, je pars du principe que personne ne me doit rien. Mais quand on prouve la beauté du spectacle, la professionnalisation, qu'on mobilise du monde, que ce qu'on fait a de l'impact, est utile et passionne les gens, bah, à un moment, c'est à nous, chefs d'entreprise, c'est à nous, responsables politiques, c'est à nous, responsables médias, de faire des choix et de prendre des engagements. Je dis pas d'y aller à perte, hein. Moi, je sais dans le monde dans lequel on vit, mais de se dire, en fait, moi, j'y crois. Moi, je pense que je peux aller là, et je pense que je suis capable de le marketer. On est capable de vendre des fléchettes, on est capable de vendre du snooker. Enfin, je peux vous en dire, des sports qui cartonnent, qui coûtent rien à produire et qui sont sur le papier pas plus ouf que du tennis fauteuil ou que d'autres parasports. Donc voilà, moi je crois profondément à ça et c'est ce qu'on construit. Ça fait 9 ans cette année que le tournoi existe. Quand tu vois la première année où on arrive, excuse-moi l'expression, mais avec nos bites et nos couteaux, et on y va, et on se dit, bon, bah, ok, comment on va mobiliser tout ça, et de ce que c'est devenu dans un temps assez court. Ouais, il faut être assez fier. On est quand même en direct sur Canal+, toutes les finales depuis 5 ans. T'as pas énormément d'événements sportifs, encore une fois, à part la Ligue 1 et deux, trois sports comme ça. Donc et même si au sein des tours de tennis, t'as pas beaucoup de tours de tennis qui sont en direct à la télé, t'as des trucs, plein de tours qui sont sur des web médias, mais aujourd'hui, il y a quand même cette reconnaissance croissante. Maintenant, il faut transformer l'essai. Tu vois, on parle des Jeux paralympiques, il n'y a pas vraiment eu d'héritage. Comme moi, je vois qu'il y a quasiment pas eu d'héritage. Donc à nous de ne pas se résigner, et c'est ce qu'on fait, et d'embarquer. Mais l'enjeu de mobiliser le grand public, tu vois, le 4 et le 5 octobre, pour nous, est un enjeu fondamental. C'est que si les gens viennent, c'est que les gens ont compris l'intérêt de venir à ce genre d'événement, le plaisir qu'ils vont y trouver, et qu'on change un petit peu de niveau, qu'on soit plus dans la sensibilisation handicap, venez découvrir, vous allez voir, c'est sympa. Non, venez vous prendre une torgnole. Venez kiffer un putain de week-end de sport en famille, quoi. C'est ça, la promesse. Et je prends pas de risque en racontant ça, quoi. Juste pour finir sur ce que dit Mika, qui en parle très très bien évidemment, il y a, ces athlètes-là, il y en a beaucoup qui ont des histoires exceptionnelles à raconter en plus. C'est pas, bon, c'est évidemment.
Ils produisent un spectacle d'une qualité exceptionnelle, mais ils ont aussi des histoires qui, je trouve, sont hyper inspirantes pour beaucoup d'entre eux. Donc, il y a beaucoup plus d'épaisseur que chez d'autres athlètes. Des histoires pas communes, beaucoup de valeurs incroyables. Donc, je trouve qu'ils ont aussi plein de trucs à raconter. Donc, pour les médias, c'est pain béni parce que au-delà du spectacle, on peut raconter les histoires des uns des autres qui inspirent tout le monde. Donc, c'est ça qui est top. Question 2 en une, Mika, pour rebondir sur ce que tu disais avant. Tu évoquais le fait qu'il n'y avait pas d'héritage des JO. Comment ça se fait sur le tennis fauteuil, en tout cas? Et par ailleurs, est-ce que vous arrivez à gagner de l'argent sur le French Open. Riviera Open, ouais, je sais. Riviera Tout le monde m'a Open? dit, appelle le French Open Riviera, mais moi j'aimais bien après la French Riviera, et c'est Open, tu vois, bon bref. Ah là, Non, mais voilà. oui, non, non, mais il n'y a pas d'héritage des Jeux parce que c'est une trahison politique. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans auprès du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. J'ai été membre de la commission des athlètes. J'ai fait du lobbying médiatique, politique, entrepreneurial. Tu as des entreprises qui ont fait du handiwashing. C'est des entreprises qui ont soutenu des athlètes paralympiques, des entreprises qui ont soutenu les Jeux paralympiques en se disant que c'était bien, et voilà, mais qui se sont barrés. On le savait, mais ils l'ont quand même fait. Tu as le président de la République, ses premiers ministres successifs de ces dernières années et membres du gouvernement qui ont fait des promesses. Moi, je pense qu'il y a un mépris de classe. Je pense qu'on est encore considéré dans le monde dans lequel on vit, et pourtant, tu as des exemples formidables de gens qui, sportifs ou issus du monde du sport, ont fait des choses très intéressantes, très percutantes, très utiles. Je pense qu'il y a encore ce mépris de classe, qu'on est quand même, au final, des comptes sportifs. Je pense qu'il y a quand même le truc de, socialement, on est là, on divertit, on est là pendant les jeux, on fait de la belle photo avec vous, c'est super, mais bon, laissez les grands travailler, il y a d'autres problèmes plus importants dans le monde. Alors oui, effectivement, il y a des guerres, des choses très très graves, mais quand tu sais qu'aujourd'hui, que le sport et la culture permettent de créer du lien social et fait qu'on a envie de vivre ensemble, quand tu vois à quel point on s'en désengage et qu'on nous a percuté notre budget des sports, qui représentait déjà que 0,1% du budget de l'État, qu'on nous a sucré 300 millions, qu'on est revenu à la charge après, et que là on nous annonce une baisse, bon c'était sous le gouvernement Bayrou, mais de 17% de ce budget-là, bah, c'est que t'as rien compris. Donc pour moi, c'est soit un problème de compétence, soit c'est un problème de mépris. Mais dans les deux cas, c'est pas terrible. Donc ça, c'est au niveau politique. Après, au niveau médiatique, moi, je pense que c'est une question de frilosité aussi et une forme d'incompétence. Si aujourd'hui, avec le succès des Jeux, 2,5 millions de billets vendus, des records d'audience, plus de 40 millions de téléspectateurs, en fait, des trucs de folie, des gens qui t'interpellent partout et pas juste, ok, que l'effet waouh des Jeux. Si on n'est pas capable de transformer ça, c'est qu'en fait, on n'a rien compris. Donc ça, pour moi, c'est le premier enseignement. Et nous, en tant que responsables sportifs et organisateurs de tournois avec Patrick et avec les gens qui font la même chose que nous, bah, c'est de pas du tout se contenter de ça, c'est de continuer à cravacher et à convaincre. C'est du lobbying, de toute façon. Le sport est un outil comme on pourrait en avoir d'autres. Et sur la question que tu te poses, bah, en fait, comment gagner de l'argent quand tu fais de l'événementiel? C'est d'être un bon gestionnaire, c'est d'avoir plus de recettes que de dépenses. Donc, à un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que pour faire un tournoi, tu dois avoir tant d'athlètes, tu dois en héberger tant, tu dois en nourrir tant, tu dois assurer tel spectacle, telle qualité d'accueil et compagnie. Donc en fait, tu budgétises en fonction et bah, plus tu as besoin d'argent pour avoir un tournoi de qualité, plus tu as besoin de sponsors. Et ensuite, bah, une fois que tu as fait ton addition, ta soustraction, d'une année sur l'autre, bah, tu peux gagner un peu plus que d'autres. Alors, c'est pas sur ça que Patrick va miser sa retraite, c'est pas sur ça que j'ai misé ma retraite non plus, c'est pas dans le tennis en fauteuil qu'on devient en tout cas aujourd'hui. Après, nous, on en rigolera peut-être dans 30 ans quand il y aura des jeunes directeurs de tournoi qui se diront putain, bah, aujourd'hui on peut être un directeur de tournoi et gagner très bien sa vie. En tout cas, c'est pas notre seule activité à Patrick et moi, le fait d'être associé du French Riviera Open, mais nous, dès la première édition, moi c'est ce que j'avais dit à Patrick quand il m'a donné les clés, puisque je lui ai même montré un trousseau de clés, je lui ai dit écoute, il m'a dit tiens, les clés sont à toi, c'était que ce soit pas juste un engagement pour le principe. Moi j'ai une association, Patrick a une fondation, l'engagement on l'a, on n'a pas besoin de toujours d'en faire plus, on fait ce qu'on a à faire. Non, c'est que dès la première année, on était bénéficiaire. Alors, est-ce qu'on gagne, voilà, si tu gagnes 20 000 balles la première année, t'es content quand tu fais du tour en fauteuil. Notre prédécesseur, le French Open, le BNP Paribas French Open, n'a jamais gagné d'argent. Et pourtant, il avait le même statut que nous et il a fait ça pendant 33 ans ou 34 ans. Donc non, non, moi aujourd'hui, je veux et je revendique le fait que on peut être des directeurs de tournoi et qui gagnent notre vie quand on travaille des mois et des mois dessus. Tu vois, c'est pas un truc où on se pointe et on dit bonjour. Non, c'est un taf à l'année. T'as une équipe d'une trentaine de personnes qui bossent sur le tournoi, alors qu'ils sont pas salariés l'année, hein, c'est des prestats avec lesquels on bosse, qu'on sollicite plus ou moins de manière intense pendant le tournoi, mais oui. Et puis avec toujours cette priorité, c'est
plus il y a de spectateurs, plus il y a de téléspectateurs, plus il y a de médias, plus il y a de partenaires, plus les athlètes et le plus grand public est vu dans de bonnes conditions. Et c'est tout à fait normal que nous, on gagne de l'argent et que chaque année, on en gagne plus. Si tous les gens pour qui on se fait chier, parce que c'est un boulot intense, voilà, s'y retrouvent de la même manière que nous. Donc ouais, ça fait 9 ans qu'on gagne de l'argent avec le tournoi. Maintenant, c'est pas du tout la motivation première, mais je trouve ça assez normal de se fixer l'objectif de en fait, qu'un tournoi professionnel de tennis en fauteuil, qui plus est le plus grand, génère de l'argent, génère de l'intérêt médiatique, politique et aussi économique. Les sponsors qui viennent, ils font, c'est pas du don, il n'y a pas de mécénat. On a une subvention d'un de nos partenaires en titre qui est la région Sud, qui est un partenaire fidèle, mais on a des partenaires comme Accor, BNP Paribas, qui sont là depuis le début, notamment Accor, qui sont sur des gros partenariats dans le monde du sport. Or, évidemment, football, et ils n'y vont pas juste parce qu'ils nous aiment bien. Alors, ils nous aiment bien, puisqu'on a des très bonnes relations avec nos partenaires, mais ils viennent parce qu'en fait, à un moment, on market un produit qui fait que ça a du sens pour eux. En termes de visibilité, on est avec Célio, avec EDF, Toyota, qui a doublé son partenariat cette année. Eux, leur héritage des jeux, c'est justement d'y aller et d'y aller beaucoup plus fort sur ce qu'ils sont capables de mobiliser. Donc voilà, pour nous, c'est un sujet. Et puis après, on a le resort et l'académie de Patrick qui sont partenaires aussi, parce que tu vois, sur un budget d'un tournoi comme ça, c'est un budget de 600, 700 000 euros pour organiser un événement comme celui-là. Mais en réalité, si tu t'amuses à prendre chaque ligne de ce que coûte réellement le tournoi, si on devait payer chaque truc qu'on a, c'est un budget de plus d'1 million. Si on devait payer toutes les boissons, toute la bouffe, la location des terrains, ce que l'académie met à disposition, en fait, voilà la réalité d'un événement comme le nôtre. Et donc avec pas de plafond particulier, quoi. Nous, on se dit qu'il n'y a pas de raison, encore une fois, que ce tournoi-là, il soit pas autant plébiscité qu'un Moselle Open, un Open 13, et pourquoi pas un jour, allez, soyons fous, allez, juste derrière le Rolex Paris Masters, tu vois, tu mets Roland, Rolex Paris Masters, mais se dire que le French Fair Open, où tu as les plus grands athlètes du monde dans un endroit de dingue, avec des surprises partout, avec des célébrations partout, se dire, en fait, pourrait, dans un monde juste, être le troisième plus gros tournoi de tennis en France. C'est pas fou, en tout cas, moi, de mon point de vue, qu'un jour on arrive à faire ça. Alors, c'est pas demain, maintenant je le sais, mais on peut rêver à ça. Toi, Patrick, tu développes l'UTS depuis le Covid qui est assez solide en termes de show. Qu'est-ce qui manque au tennis fauteuil selon toi pour attirer plus de monde et avoir plus de potentiel pour du spectacle et davantage attirer le grand public? Ah, c'est une question qui est pas, c'est pas facile de répondre. En fait, si je réfléchis et que je compare avec UTS, si tu veux, c'est le tennis de demain. En tout cas, c'est ce que je pense sera le tennis de demain. Alors demain, c'est pas forcément dans un an, c'est peut-être dans 10 ans, c'est peut-être dans 20 ans, on verra. Mais je pense qu'on est en avance parce que bah, on emploie tous les codes de consommation d'aujourd'hui. Le tennis en fauteuil, on est affilié à la fédération internationale, donc on doit respecter le cahier des charges de la fédération nationale, et donc on est sur du tennis traditionnel. Alors c'est très différent du tennis traditionnel parce que c'est du tennis en fauteuil et que c'est quelque part c'est pas le même jeu, même si on reste dans du tennis. Je pense que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est spectaculaire, c'est impressionnant. C'est des athlètes qui ont une vraie profondeur parce que bah, pour beaucoup d'entre eux, ils ont vécu des choses et qu'ils ont surmonté, et donc ils ont des histoires incroyables à raconter. Donc ça, c'est différent et ça, c'est un gros atout. Après, on reste sur du tennis traditionnel en termes de format de jeu, en termes de temps mort, en termes d'entertainment, etc. Après, ce sera un choix qu'on fera ou pas un jour. Je sais pas si on le fera, hein, mais de faire du French Riviera Open un format UTS, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est complètement différent. C'est DJ sur le court, musique entre chaque point. C'est un sprint plutôt qu'un marathon. Ça va très vite, ça bastonne. En 45 minutes, le match est plié. Les joueurs sont morts parce qu'ils sont épuisés au bout de 45 minutes. Parce qu'il y a plus d'ace, plus de service gagnant. Donc il y a beaucoup plus d'échanges. Très peu de temps de récup entre chaque point. Donc c'est vraiment différent. Je veux dire, c'est pas comparable. Voilà. Aujourd'hui, on est sur un format classique, donc les gens ne seront pas désarçonnés, les gens qui viennent voir le French Riviera Open, même si le spectacle est différent d'un tournoi classique, parce qu'encore une fois, c'est du tennis en fauteuil, on est sur un format qu'ils connaissent. Voilà. Non, mais il y a une grosse différence, mais qui est d'ailleurs pas propre à l'UTS. Demain, tu fais un challenger avec une tête d'affiche.
T'as des gens qui viendront parce que t'as ta tête d'affiche. Nous, demain, tu fous, je leur souhaite pas, mais un ancien champion valide ou championne valide et qui se fout de tennis en fauteuil, la curiosité des gens devient de venir voir des stars. Il y a quand même aussi cet enjeu-là. Après, le format, évidemment, attire un public large et notamment un public jeune, parce que le problème du tennis aujourd'hui, c'est d'avoir un public qui est assez vieux. Tu vois, la moyenne d'âge des gens qui regardent Roland Garros, c'est plus de 60 ans, je crois, plus de 55 ans, plus de 60 ans. Donc il y a un vrai enjeu. Voilà. Mais après, effectivement, nous, si au bout de 10, 12, 15 ans, et je te rejoins là-dessus, Patrick, on se rend compte qu'on a fait ce qu'on avait à faire, bah, on peut toujours inventer. Et puis moi, j'ai plein d'idées. Si tu veux, tu vois, tu les crames en 45 minutes, rajoute-leur un double en super tie-break, de double en fauteuil avec les champions en fauteuil. Tu vois, dans le truc, il y a plein de trucs, à mon avis, très excitants. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en fait, il y a un vrai enjeu pour nous de penser en permanence à comment casser les codes. Moi, ça fait 20 ans, 25 ans que j'ai mon accident. Quand j'ai commencé à tester en fauteuil, à l'époque, je faisais des exhibitions avec les sœurs Williams, avec les frères Bryan à Miami. On jouait avec Joko, on tchatchait avec eux, quoi. On a fait plein de trucs avec eux. Mais on n'a pas basculé. T'as encore Sinner récemment qui parlait alors qu'on lui demandait même pas de ce qu'il pense, tu vois, de ce qu'il avait vu des joueurs de tennis en fauteuil. Donc, t'as cette espèce de truc un peu parallèle. On fait partie de ce monde-là. Il y a cette estime globale de tous les athlètes qui nous connaissent. Genre, franchement, vous avez joué, voilà, vous êtes des putains d'athlètes et tout. Mais on a une consommation assez traditionnelle et facile du sport en France. Voilà, on va regarder le Tour de France, on va regarder le rugby, on va regarder le foot parce qu'on nous donne ça. On va spécialiser dans un ou deux trucs. On se fait nourrir. On n'a pas, en tout cas, cette capacité encore naturellement d'aller, comme ça se fait dans d'autres pays, consommer, encore une fois, quelque chose qu'on nous a pas forcément mis, tu vois, posé devant ta télé, quoi. Et donc voilà, il faut créer ça, mais c'est à nous aussi, hein. Moi là-dessus, j'en veux, je reproche pas que aux gens de pas faire ce qu'ils doivent faire, hein. Moi, je pense qu'on a un vrai budget et on y bosse dur, c'est de marketer, voilà, c'est de marketer, mais avec les moyens qu'on a. Voilà, si on avait demain des millions pour faire la promotion du tournoi, ce serait plus facile, mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que 100% des gens qui sont venus, tu sais, c'est un peu, t'as des slogans publicitaires comme ça, 100% des gens qui sont venus sont pris une claque et en veulent encore. Et justement, si tu avais un chèque en blanc, là, tu mets le montant que tu veux pour faire la promo du tournoi, pour changer Ouais. un peu et bouger les lignes, tu fais quoi? Ah bah moi je m'éclate sur les réseaux qui existent aujourd'hui. Je vais chercher ce public jeune, je me fais tu vois, je me fais des podcasts, je me fais des Twitch, je me fais ce qui n'est pas de ma génération pourtant, mais je vais en fait leur montrer, je vais leur montrer, et puis surtout j'invite, je vais les chercher, je leur dis venez voir, parce qu'en fait moi mon seul sujet, c'était mon angoisse pour les Jeux de 2024, mon sujet c'était que les gens viennent. Si les gens viennent, j'ai aucun doute. Les gens ils viennent, ils repartent pas. Quand bien même ça a coûté 20 balles, 5 balles, 50 balles, 200 balles. Parce qu'en fait, comme le dit Patrick, c'est en termes de spectacle, c'est au moins aussi jouissif à voir que n'importe quel autre sport. C'est pas plus con de regarder des gens qui sont en fauteuil que des gens qui sautent le plus loin possible dans un bac à sable. Et Dieu sait qu'il peut y avoir du monde et qui sont prêts à payer très cher pour voir des gens faire ça. Donc une fois que tu as compris ça, bah t'as tellement de choses autour qui peuvent te nourrir. C'est pour ça que c'était un succès Jeux paralympiques. Patrick parle des histoires. Les gens, quand ils sont sur un terrain de tennis, ils te racontent pas leur histoire. Mais tu comprends en les regardant, en les écoutant, en interview, en analyse, tu comprends en fait à quoi sert le sport. L'idée, c'est de rapprocher les gens, pas uniquement du spectacle, du truc qui fait rêver, c'est aussi qu'ils puissent se projeter, qu'ils puissent s'identifier, et puis que ça leur apporte quelque chose. Le tennis en fauteuil et globalement les parasports ont cette capacité-là. Donc voilà, mais oui, on irait les chercher un par un, on ferait un travail de mobilisation citoyenne, on irait dans tu vois, dans tous les collèges, lycées de France pour juste faire ce travail de pédagogie. Alors on le fait depuis quelques années avec les Jeux paralympiques, mais on se rend compte que c'est pas suffisant, c'est un travail d'une génération. Tu vois, c'est à l'école. À l'école, moi j'aimerais qu'on enseigne le parasport. Vous, quand vous étiez gamin comme moi, et ben quand on était gamin, on nous faisait faire de la natation, on nous faisait faire de la course à pied, on nous faisait faire du football, du ping-pong. Mais tu penses que vous auriez été plus con si on vous avait fait faire un trimestre de basket fauteuil? Vous auriez appris quelque chose de super intéressant. Ça aurait peut-être nivelé un peu entre les garçons qu'on surstimule au sport et un peu moins les filles. Ça aurait peut-être permis à des enfants de prendre confiance en eux dans un monde où si t'es pas bon en maths et en français et en histoire géo, bah t'es une merde. Quand tu vois, juste un moment de se dire comment on réinvente notre façon de faire du sport ensemble, de pratiquer du sport et de valoriser le sport. Moi, c'est ça mon sujet. Et le French Riviera Open, il contribue au moins à ça. Mais il est aussi capable de vous divertir et voilà. Mais en tout cas, c'est un truc, c'est ce que moi je dis à tout le monde, vous avez le droit d'être frileux, on a peur de ce qu'on connaît pas, mais venez mettre votre cul dans une tribune, venez voir, juste venez voir. C'est Après, ce qu'on a nous, fait, hein. C'est ce ben, qu'on a fait à l'académie. Tous les gamins du tennis études à l'académie ouais, sont venus tester le tennis en fauteuil. Et ils ont adoré. D'ailleurs, tu te souviens, ils voulaient plus quitter le cours. ah, mais c'est T'es c'est obligé de clair. les foutre dehors, ils voulaient plus partir. Mais c'est Mais ça, ça fait beaucoup. non, mais c'est un très bon exemple, c'est des gamins qui rêvent d'être champions, c'est des gamins qui croisent toute l'année à l'académie des champions, donc tu vois des gens à débarquer en fauteuil, ils les connaissent pas, donc c'est pas tiens, j'ai vu un champion alors que j'ai vu Novak s'entraîner, ou j'ai vu Tsitsipas, Coco et compagnie. Et là, ils essayent,
Donc ils essayent parce qu'on leur a demandé d'y aller, hein. Ils n'étaient pas là en train de dire moi je vais y aller, je vais y aller. Ils viennent, on fait le clinique avec Patrick. Nous le soir, Patrick est rentré, nous on dormait sur place. Le soir, nos équipes sont allées les déloger, ils jouaient, et ils se coursaient sur les terrains de tennis et ils jouaient avec les fauteuils des athlètes. Parce qu'en fait, ils kiffaient. Ça, c'est kiffer le truc de découvrir une nouvelle discipline, de voir. Je sais pas comment, je sais plus comment elle s'appelle là, la petite prodige là. Euh, Xenia, voilà, ça me qui était là va. avec sa copine. Le moment où elles s'assoient, en fait, elles sont là, elles veulent pas lâcher l'affaire, elles essaient de comprendre tout de suite comment ça se passe, comment progresser. C'est voilà, c'est assez bluffant et ils en sont un exemple assez pur de ça. C'est en gros cette curiosité. On sait pas trop. Bon bah ok, on vient. Ah ouais quand même. Et derrière tu reviens. Et c'est ça qu'on veut créer. Mais on y travaille. On y Toi, travaille. Patrick, si t'as budget limité, t'as deux, trois idées complémentaires ou tu rejoins un Mika? Écoute, non, non, on est parfaitement en phase. Comme il a dit, en fait, c'est comme tout. C'est évident que les stars, ça déplace les gens. Il a dit que c'était le serpent qui se mord la queue, c'est un peu ça. Donc, si ce sport est pas suffisamment médiatisé, il n'y a pas de grande star. S'il n'y a pas de grande star, bah, les gens, c'est plus dur pour qu'ils viennent. Mais ce qu'il a dit est très juste. Une fois que tu regardes un spectacle, pourquoi tu vas voir du sport? Parce que ça t'impressionne, parce que les athlètes de très haut niveau, c'est hyper impressionnant à voir, parce qu'il y a de la dramaturgie. Bon, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles les gens aiment voir du sport et sont prêts à payer un billet pour aller voir un spectacle sportif. Bah, le tennis en fauteuil, ça offre tout ça. Quand tu regardes un match, pourtant Dieu sait que j'ai vu des joueurs de tennis valides à haut niveau. Je vois tous les jours tous les meilleurs du monde. Bah, je peux dire que j'ai regardé les matchs au French Riviera Open. C'est impressionnant. C'est impressionnant. La qualité de la frappe, ce qu'ils arrivent à faire, l'intensité. Donc ça, on l'a. La dramaturgie, on l'a aussi. Donc en fait, on a tous les ingrédients pour que ça plaise aux gens. Et ça plaît aux gens. En fait, il faut casser cette barrière qui fait que les gens ne connaissent pas, donc n'ont pas l'idée de venir, donc ne découvrent pas et ne deviennent pas des fans de ce sport. Mais une fois qu'on a réussi à les emmener sur place, c'est bien ça l'enjeu. Ceux qui sont venus l'année dernière, ils vont revenir cette année, ça c'est sûr, ceux qui sont venus regarder. Parce que c'était canon. Franchement, c'était canon. Donc voilà. Si on avait de l'argent, plus d'argent pour faire de la promo, bah, on ferait tout ce qu'on peut faire pour inciter les gens à venir juste une fois pour voir. Ça suffit. J'ai quatre cinq questions un peu plus détails, justement, explicatives, pour montrer aux gens comment ça se passe de l'intérieur, avoir un peu de croustillant. S'ils viennent sur place, ils auront de quoi partager aussi avec leurs potes. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est que du coup, les joueurs et joueuses gagnent moins qu'au tennis valide. Au premier tour, par exemple, combien on gagne au tournoi et combien de frais tu dirais. C'est ça le truc, c'est que tu gagnes moins et tu as plus de frais parce que tu voyages avec un fauteuil, évidemment. Derrière, tu Ouais. dois prendre une navette qui prend le fauteuil. Enfin, tout est un peu plus compliqué, quoi. Ouais, après, c'est plus compliqué en logistique. Après, en termes de coût, non, tu prends ton billet d'avion. Heureusement, aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à mon époque, on ne nous facture pas comme un bagage supplémentaire notre fauteuil de sport, parce qu'on s'est bagarré pour ça. Mais c'était le cas. Bah, ça te montre la valorisation. Le premier truc qu'on te fait quand tu réserves un billet d'avion, nous, maintenant, on le fait pas parce que c'est un fauteuil de sport, c'est parce que c'est un fauteuil considéré comme un équipement médical. Mais Ok. demain, tu prends un vol, pour pas les citer avec EasyJet, si tu as le malheur de ramener un truc, un article de sport, on te le facture directement. Bref, les coûts sont les mêmes, à l'exception qu'effectivement, il faut un fauteuil. Donc un fauteuil, si t'es pas sponsorisé, ça coûte 8, 9, 10 000 balles, un fauteuil sur mesure. Donc voilà, après, bah, il te faut un entraîneur, il te faut un staff, plus t'es pro, Oui, plus parce qu'il faut que tu expliques que c'est pas un fauteuil traditionnel. oui, on joue Le pas dans les fauteuils. spécialisé pour le sport, c'est pas du tout les mêmes. Ah non, bien sûr, on a nos fauteuils roulants au quotidien dans lesquels on se déplace, pour ceux qui se déplacent en fauteuil roulant, parce qu'il y a aussi des joueurs amputés. Je pense à un Stéphane Houdet qui, lui, se déplace avec sa prothèse, ou comme Tokito Oda, numéro mondial. Mais par contre, on a besoin d'un fauteuil de sport spécifique sur mesure, avec des roues inclinées, qui est fait spécifiquement pour le tennis, et ça vaut, ouais, ça vaut aux alentours de 10 000 euros. Donc il y a des coûts supplémentaires si tu n'as pas un sponsor, un équipementier en fauteuil. Après, oui, bah, je te disais, le vainqueur à 5 000 euros, premier tour, tu prends 500 euros. Donc au premier tour, tu rembourses ton inscription. Hmm. Tu vois, tu rembourses ton inscription qui couvre 6 nuits, tous tes repas et tout ce que le tournoi a à t'offrir. Alors c'est pas cher si ils voulaient, par rapport à ce que nous on leur offre pour une semaine, mais sauf que si tu vas pour un tournoi et que tu sais que ça va pas te rapporter d'argent, bah il y a un gap entre les meilleurs mondiaux. Mais c'est un peu l'histoire du tennis valide, c'est-à-dire qu'en gros, alors c'est pas les 12-15, mais c'est peut-être les 100, 150, et puis le reste du monde, quoi. Donc effectivement, aujourd'hui, quand tu es 40, 50e mondial et que tu as un tournoi comme le nôtre, tu sais que tu vas pas gagner d'argent. Tu sais que tu viens à perte.
Mais l'idée, c'est d'aller justement te taquiner les meilleurs pour essayer de gagner un peu en confiance et voire plus qu'en confiance, en expérience, et puis un jour les taper. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement grâce au sponsoring que tu peux être professionnel, et non pas grâce au prize money. Moi, j'étais professionnel dès 2005, mais jamais grâce à ce que je gagnais en tournoi. Même en étant numéro un mondial en 2005, le prize money couvrait pas ma saison. Une saison, ça me coûtait à peu près 80 000 euros. À quel point un bon fauteuil peut donner un avantage et quel est le gap entre les prix que tu as donné, peut-être 8 10 000 euros, versus un fauteuil, la Formule 1 des fauteuils, quoi. Globalement, tu sais, un fauteuil, c'est comme, j'allais dire c'est comme une voiture, non, c'est pas exactement comme une voiture, parce que entre une Formule 1 et ta Clio, c'est pas la même chose. Mais nous, aujourd'hui, un fauteuil de tennis sur mesure, qui fasse 9 kilos ou 11 kilos, globalement, il faut que tu sois physiquement très balèze, que tu t'entraînes très dur et que tu sois un putain de joueur de tennis. Donc voilà, il n'y a pas de grosse différence. Après, il y a certains joueurs, on parlait de Stéphane Houdet, lui, ça a fait un fauteuil qui d'ailleurs n'a pas de prix, puisque c'est pas un fauteuil commercialisé, c'est un fauteuil qu'il a fait avec des étudiants des arts et métiers. C'est un prototype que pour lui, qui vaut des dizaines de milliers d'euros en carbone, mais qui fait pas que Stéphane se déplace le plus rapidement. C'est pas du tout lui le plus rapide du top 10, c'est le moins rapide du top 10, mais lui permet avec son handicap, son âge et son type de jeu, de pouvoir compenser le fait justement qu'il est moins puissant et rapide que les autres. Donc non, c'est pas ce qui est déterminant. Aujourd'hui, les meilleurs mondiaux, les meilleurs joueurs et joueuses, techniquement, ils savent tout faire. Tactiquement, ils connaissent par cœur leurs adversaires, ils savent exactement, ils étudient sur vidéo voilà, comment jouer et trouver les faiblesses et renforcer leurs points forts. Ils s'entraînent physiquement très dur, il y a le travail sur le terrain de mobilité, le travail de musculation, c'est la palette totale. Et ensuite, bah, il faut évidemment maîtriser le déplacement du fauteuil. Mais les meilleurs mondiaux aujourd'hui cochent toutes ces cases-là. Mais comme en valide, tu peux pas juste être super bon techniquement et courir très vite. Si t'as pas un mental plus fort que les autres, ben, t'es pas numéro un. Tu peux être numéro 4, 5, 7, 8. Mais le numéro un, le champion, la championne, c'est lui qui est capable à un moment d'avoir le petit truc en plus, là où les autres bloquent. En réalité, c'est pas. Mika, j'ai une question. Ouais. Je peux, Maxime? Exceptionnellement un petit peu. Merci. Est-ce que, comme au tennis valide, on va dire les trois meilleurs mondiaux, ou le meilleur mondial, est-ce que c'est les plus rapides? Parce qu'en fait, si tu regardes dans le tennis masculin, depuis maintenant 20 ans, on se souvient de Rafa, Roger, Novak, qui étaient à l'époque les trois qui bougeaient le mieux. Aujourd'hui, Alcaraz, Sinner, c'est aussi ceux qui bougent le mieux. Alors, ils n'ont pas que ça, hein. Mais est-ce que les meilleurs mondiaux en fauteuil, ils sont au top en termes de vitesse de déplacement? Ouais, ouais, complètement. Tu prends aujourd'hui, chez les femmes, tu prends Yuika Miji et Edith de Groot. C'est une explosivité et une endurance au-dessus de la moyenne, et puis aussi de fluidité, tu vois, c'est aussi des joueuses qui sont handicapées de naissance, donc qui, depuis le plus jeune âge, se déplacent en fauteuil, comme vous et nous avions l'habitude de courir gamin, donc le fauteuil fait partie d'eux. Et chez les hommes, tu prends aujourd'hui Oda et Hewitt, notamment les deux premiers mondiaux, la vitesse de déplacement et ce qu'ils nous ont obligés à faire, parce que alors Oda, moi je l'ai pas connu, mais oui, j'ai joué contre lui à l'époque, ils nous ont obligés à nous, j'allais dire, à rehausser notre niveau de jeu parce qu'ils prenaient la balle de plus en plus tôt, nous prenaient du temps et étaient capables de courir le terrain d'une manière. Nous, on jouait beaucoup il y a 25 ans, ou il y a 20 ans, au deuxième rebond. Tennis en fauteuil, on a le droit à deux rebonds, donc nous on en profitait pour prendre le temps et pour refixer l'adversaire. Là, quand t'as un mec qui sert à 180, tu joues ta demi-volée, et ensuite t'as un énorme trou de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc la vitesse à laquelle ils vont. Donc oui, non, il n'y a pas de secret là-dessus. Et il y a un truc aussi qu'on a vu exploser ces derniers temps, tu parles d'Alcaraz et Sinner. Pour moi, c'est la qualité de frappe, c'est la puissance aussi. C'est-à-dire que c'est le déplacement, donc les capacités physiques. C'est quand même la petite grinta du champion, en gros, tu vois, où tu es habité par ton sport, tu vois la folie qui t'habite et qui fait que mentalement, dans chaque frappe, tu donnes tout. Mais par contre, moi, ce qui m'impressionne, c'est comment ils ont révolutionné la puissance de frappe. Je pense à un Gustavo Fernandez, je pense à un Oda, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Je pensais que pourtant son prédécesseur, Shingo Kunida, la légende du tennis fauteuil, qui a le record de tout grand chelem, tout athlète confondu, euh, avait déjà levé tu vois, la barre vachement haut. Et ben lui, c'est hallucinant. Et le gamin, il a 19 ans, quoi. C'est le plus précoce. Le mec vient de faire le Golden Slam, quoi. Non, c'est super, super impressionnant. Et puis on a un top niveau qui est en train de se densifier. Comme en tennis valide, avant, il y en avait un, deux. Bah là, en fait, t'as pas le truc écrit à l'avance. Alors oui, t'as les deux premiers mondiaux qui sont là, un peu à la Alcaraz Sinner qui, après, vont se faire un paquet de finale, mais t'en as un paquet qui gravitent autour et qui veulent prendre leur place, quoi. Et donc, non, c'est assez excitant à regarder aussi et à suivre toute l'année, puisque là, on parle du French Open, mais t'as 130 tournois à l'année, dont les 4 tournois du Grand Chelem, donc c'est
c'est quelque chose d'assez excitant pour la suite. Il y a toujours une nouvelle génération. Voilà. On avait peur du Big 3, bah là on a un Big 2 pour l'instant, mais on a l'étape d'après, toujours. La prise de Balto, c'est de la vitesse de déplacement aussi, hein. Roger était exceptionnel là-dedans. C'était sa capacité à rentrer vite dans le court pour prendre la balle au sommet du rebond. Il le faisait mieux que quiconque. Donc on est bien dans le déplacement latéral ou avant-arrière. Mais bon, je pense que dans ces deux sports, le tennis valide, le tennis en fauteuil, c'est vraiment une des clés. C'est pas la seule, évidemment, mais c'est vraiment une des clés. Et les meilleurs, c'est toujours ceux qui bougent le mieux. Et tennis en fauteuil, pour ceux qui ont essayé, c'est arriver à bouger vite et bien, c'est vraiment monstrueusement dur. Avant de terminer, peut-être Je te avec rends la parole, Maxime. appreciate, comme ils disent. Euh, Avant de terminer, peut-être avec une anecdote qui nous permettrait d'illustrer le French Riviera Open et nous donner envie de venir aussi. Est-ce que d'un point de vue logistique, il y a l'équivalent du service cordage sur un tournoi de tennis fauteuil, tu vois, comme pour réparer par exemple le fauteuil, comme un garage ou je sais pas, un expert de fauteuil sur place? Et bah oui, on a un règlement strict. Si tu crèves un pneu, ce qui est arrivé à tous les joueurs de tennis en fauteuil, tu as 20 minutes pour changer ta roue. En tout cas, ton pneu, tout le monde n'est pas bricolo. Moi, le premier, il m'a fallu 10 ans avant de m'intéresser à ça la première fois, tu vois. Quand j'allais en boîte de nuit et que je crevais un pneu, j'attendais lundi matin que le garage de la vélo soit ouvert pour aller réparer mon truc. Donc, autant te dire, j'avais deux mains gauches. Donc, on a Repair Station, comme on dit à l'international. Et donc, on a quelqu'un qui est toujours un toki et qui est prêt et qui intervenir sur le terrain quand il y a un pneu crevé ou un problème mécanique, parce que ça reste quand même un sport mécanique. Et donc oui, moi j'ai un très bon exemple qui est pas du French Fair Open, mais des jeux. Tu parlais des jeux de Pékin, j'ai gagné en double avec Stéphane en intro. On joue, je crois, en huitième du final une équipe et Stéphane a un problème de chambre à air, c'est-à-dire que la jante à l'intérieur fait qu'il crève des pneus. Et je lui dis pourquoi tu prends pas l'autre pneu? Il me fait non, non, je vais prendre celui-là. Il crève une fois pendant le match, on lui répare, il a le droit une deuxième fois, mais la fois d'après, t'es forfait. C'est-à-dire que tu perds ton match. Et finalement, je vois mon grand frère qui était là courir à l'autre bout du stade, aller chercher le fauteuil d'un autre joueur de l'équipe de France, en l'occurrence de la Seine Majdi, qui lui prête le fauteuil cul pour Stéphane, il peut rentrer dedans, parce que fonction de des handicaps, tu peux pas, et finit le match avec le fauteuil de la Seine. Entre-temps, il a réparé l'autre pour la suite, et la suite a été heureuse, mais on aurait pu être disqualifié. Donc oui, c'est un sport mécanique, et donc oui, puis il y a des chutes. Il y a des chutes où on peut abîmer le fauteuil, il nous est arrivé de tomber. Il y a des chutes aussi pendant les points où les joueurs se relèvent. On vous fera passer une vidéo dans pas longtemps sur nos réseaux d'un point. Je pense qu'on n'a jamais vu ça en valide, justement de Gustavo Fernandez en double qui sur un amorti à Wimbledon tombe en avant et à plat ventre arrive à se lever d'un bras, fait une demi-volée à plat ventre parce que l'autre pensait de finir à la volée, et puis ensuite se remet sur le fauteuil à la force des bras et va chercher la balle au fond du court et gagne le point, quoi. Ouais, ça reste. C'est aussi ça, on parlait de dramaturgie, le fauteuil et le déplacement, les contacts peuvent apporter aussi un truc en plus. Très bon ça. Et du coup, l'un ou l'autre, Patrick ou Mika, est-ce que vous auriez une anecdote sympa pour imager ce bel événement qui en approche? Ah bah, les anecdotes que je peux pas raconter sont celles qui se passent le samedi soir, voilà, pour notre soirée de gala annuelle, hein, évidemment. Et je vous parle même pas de la soirée du dimanche, qui est la soirée réservée au staff. Non, mais en fait, moi, les anecdotes les plus sympas, tu sais, c'est les milliers de gamins qu'on accueille chaque année de la région sud qui arrivent comme des fous et où maintenant c'est des écoles qui nous sollicitent un an à l'avance pour avoir le droit de revenir ou de prendre la place de ceux qui étaient là. Donc moi je me dis qu'on a réussi notre pari, ne serait-ce que sur l'utilité du tournoi. Et puis on a eu chaque année des champions, des championnes qui sont venus de tout sport. Et quand chaque année tu as un Alain Bernard, un Florent Manodou, cette année tu as une Clarisse Agbenenou, une Perrine Lafont qui vont venir s'essayer à nouveau, venir se challenger. En fait, moi je suis assez fan de ça, de juste voir le plaisir qu'ils ont à essayer et le kiff qu'ils ont à venir encourager. Puis moi, à titre très perso, c'est quand même, tu vois, tu m'as demandé une anecdote, j'en ai 12. C'est quand même de voir Patrick qui reprend son âme d'enfant. Maintenant, il a toujours une âme d'enfant. Et quand tu lui dis, Patrick, on pourrait faire plein de trucs toute la semaine, plein d'RP, de trucs comme ça. Si je le faisais jouer au tennis en fauteuil toute la semaine, en fait, il me dirait, moi, je bouge pas. Vas-y, fais-moi venir les gens, moi, je défie. Et chaque année, d'ailleurs, il progresse. Alors, le déplacement, c'est dur. Mais voilà, il y a ce petit. Moi, mon kiff, c'est que les gens, en fait, Revers inversé. et le revers inversé, que maintenant, tu as découvert aussi. Non, mais voilà, pour moi, c'est juste de voir en fait le kiff que les gens ont quand à un moment ils débarquent. Ah putain, ah ouais, je pensais pas à ce point-là. Et pas que ce qu'on joue, juste de découvrir un environnement que tu connais pas. Sympa dans la vie de découvrir des choses à nos âges avancés. Patrick, un petit mot de la fin ou on est bon? Écoute, le seul mot de la fin, c'est venez. Venez nombreux. Vous ne le regretterez pas, ça c'est garanti. Et puis, on passera un bon moment ensemble à regarder des super matchs et puis à vous faire essayer le tennis en fauteuil.
et vous Parfait. ne décollerez plus du fauteuil. Merci en tout cas à tous les deux de prendre le temps de partager ce projet incroyable, le Bah, French merci Leap à toi. Open, je l'ai, qui permet de faire tomber les barrières qui nous séparent et d'éduquer la société du coup sur le handicap, la différence à travers le tennis, ce sport qui nous passionne. Moi j'ai un petit exemple, là, j'ai découvert l'NG Open et il y avait, je suis en train de lire son livre, mais évidemment j'ai oublié son prénom, je le remettrai au montage, qui a la maladie de Charcot et qui est ambassadeur. Qui est en fauteuil également. Il joue pas au tennis fauteuil, mais c'est toujours un peu surprenant quand tu croises quelqu'un. Voilà, tu sais pas trop comment t'adresser à lui. Donc, c'est ce que vous faites à travers ce beau projet, c'est de faire tomber les barrières, tout simplement, quoi. Je suis allé voir son film, qui était une projection qui s'appelle Invincible été. Ah, Olivier Goy. Olivier Coy, Olivier voilà. Goy, d'ailleurs, je crois qu'on dit Olivier Goy. Ouais, ouais. Et à la fin, il y avait donc sa femme, ses deux fils qui sont dans le film, et lui qui vend son livre pour les bénéfices de son association. Ouais. Et ça, tu vois, c'est comme si je venais sur le tournoi avec vous. J'y serai pas cette année, peut-être l'année prochaine. Bah Mais, oui, toi, t'es en mais politique. l'objectif, déjà, de faire tomber les barrières, de sensibiliser les gens et de créer du lien, bah, c'est gagné, quoi. Comme tu disais avec les écoles, c'est le premier objectif qui est rempli et c'est. Mais tu l'as dit, Maxime, hein, je sais pas, ce que tu as dit, c'est quand tu vois quelqu'un en fauteuil, tu sais pas comment t'adresser à lui. Ouais, c'est pas trop comment C'est faire. à lui comme ça reste à n'importe qui. Ouais. C'est un être humain, il soit assis, debout, à poil, jaune, vert. Ah, je veux dire, c'est un être humain, donc tu parles normalement. Il y a pas... Mais tu vois, ce que tu dis, c'est juste la barrière qu'il y a psychologique quand on a en face de soi quelqu'un qui est en fauteuil. Bah, il y a une espèce de trouille ou de pas savoir comment lui parler, comme si c'était pas quelqu'un de normal. C'est ça la barrière qu'il faut casser. Il y a plein de gens qui sont encore comme ça, mais parce que ils savent pas ce que c'est, ils ont jamais rencontré quelqu'un en fauteuil, et donc ils ont l'impression que bah, c'est quelque chose de spécial, il faut faire attention. Non, c'est quelque chose de normal. Ce qu'il rajoute avec Olivier, c'est la maladie de Charcot dont est décédé Jérôme et que Jérôme Golmar et qu'aujourd'hui il a plus la parole, tu vois. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a toujours ses capacités de faire de l'humour et il a une vivacité intellectuelle qui est incroyable. Mais comme il te répond pas, c'est quand même déroutant, tu vois. C'est ça qui est compliqué. Bien sûr, mais je vais te dire, Max, là-dessus, pour conclure là-dessus, je rejoins Patrick, évidemment. Le socle commun de tout ce qu'on peut se raconter, c'est que nous sommes des êtres humains. On n'a pas décidé de ce qu'on est et de ce qui nous est arrivé. Tu vois, le handicap, c'est la plupart du temps au cours de la vie, hein, que ça qu'il arrive, hein, plus de 80% du temps. Voilà, sa maladie, la maladie de Charcot, est une des pires maladies, évidemment. Après, tu sais, c'est une question un peu de bon sens et de spontanéité. Quelqu'un qui n'a pas de bras, bah, tu vas lui dire bonjour comme ça, ou tu vas juste dire bonjour, tu vas pas arriver et lui mettre le bras comme ça pour pas créer cette situation gênante. Mais quand bien même ça arriverait, en fait, c'est pas très grave. Tu vois, quand François Hollande, il dit en 2008 aux Jeux de Pékin, à la porte-drapeau qui est malvoyante, après, quand elle remonte dans les Je loges. sens que ça va être drôle. Non, mais la séquence, elle est savoureuse. Il fait, ah, mais vous avez défilé, on était là, on faisait un coucou, vous nous avez pas vus. Et là, il se rend compte. Bah, elle lui dit, bah ouais, c'est normal, je suis malvoyante. Et sauf que lui, son réflexe, comme elle a pas de canne, elle a pas de lunettes noires, il sait pas. Donc en fait, juste, il était super enthousiaste, il voit une championne, il fait ça. Et ben en fait, c'est pas grave. C'est à l'époque Patrick Montel qui disait, ah là là, d'un mec double amputé aux Jeux d'hiver, ah là, faut vraiment que ça se termine, il en a plein les bottes. Le mec, il a pas de bottes, il est double amputé. Mais c'est pas très grave. Tu vois, on s'en fout. L'idée, c'est que tout ça, ça devienne finalement assez banal. Et t'as le droit et on a le droit d'être pas à l'aise. Mais là, ce que tu me dis sur le handicap, c'est valable dans des écoles où un jour on a décidé de mixer les garçons et les filles, ou dans des campagnes où il y a que des blancs et le premier noir qui débarque. Je veux dire, c'est exactement la même problématique. En fait, ça nous oblige à un moment à juste se poser la question du rapport qu'on a à l'autre. Et le sport, pour ça, c'est le meilleur outil pour faire tomber ces barrières, ces a priori et ces différences. Mais c'est même plutôt drôle et sain d'avoir des fois justement ces espèces d'a priori et de peur. À nous de les déconstruire et de passer à autre chose. Mais Donc, d'ailleurs, pour avoir traîné un peu avec des personnes en situation de handicap, ils ont un humour sur leur handicap qui est juste lunaire. D'ailleurs, c'est déstabilisant pour nous, parce qu'ils ont une capacité de faire de l'autodérision qui est complètement surréaliste, quoi. Tu, tu confirmes ou pas? Bah, moi, je confirme, c'est pas le cas de tous les handicapés, mais en tout cas dans le monde du sport, il y a un rapport à ça. Il y a un rapport très drôle et très décalé au handicap, à sa propre condition, et puis l'humour et l'autodérision, c'est quand même ce qui, pour moi, est un des critères et des enjeux fondamentaux d'accès au bonheur. Et effectivement, faut suivre, parce que ça peut être vraiment hardcore, ça peut être assez déstabilisant. donc, de nouveau, entrée libre du 30 septembre au 3 octobre, puis à partir de 8 euros pour les finales qui ont lieu les 4 et 5 octobre. Faites-vous une sortie entre potes. Allez à la Mouratoglou Tennis Academy.
pour le French Riviera Open. Vous nous remercierez après. On vous a mis les infos donc en description et en commentaire épinglé. Vous avez même négocié une petite remise de 30% si vous y allez pour les finales, donc les 4 et 5 octobre. Le lien est cliquable dans la description de l'épisode. Merci les gars. Et Un puis, grand merci à toi. Max. Et à très bientôt, on se voit pour les 10 ans. yes. Ciao. Ciao. Salut Mika. Ciao, Pat.